Docteur Sambo, bonjour. Bonjour, M. Soumaré. Docteur Sambo, merci à vous de nous recevoir ici, à Brazzaville, au siège du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Vous en êtes le directeur régional. Alors, Docteur Sambo, dans quelques jours, le bureau régional de l'OMS va organiser certainement sa manifestation la plus importante de l'année, le comité régional. C'est du 3 au 7 novembre prochain. Alors, ce comité régional, du moins, on s'attend à ce qu'il soit marqué par l'épidémie d'Ebola. Docteur Sambo, quelles ont été les actions du bureau régional face à cette épidémie? Le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, depuis le début, est impliqué dans la riposte à cette épidémie. C'est le 13 mars que nous avons été informés par les autorités sanitaires de la République de Guinée, au niveau de notre bureau, pays, de l'existence d'une maladie dans une communauté reculée avec des symptômes que ressemble la maladie à virus Ebola. Depuis lors, tout de suite après, le lendemain, le 14 mars, nous avons déployé une équipe technique de l'OMS et du ministère de la Santé pour des investigations épidémiologiques sur le terrain. Le 18 mars, nous avons organisé une téléconférence avec nos collègues du bureau pays de Guinée, du bureau régional Afrique et du siège à Genève pour analyser les données et élaborer un ensemble d'orientations techniques à l'endroit des services de santé de Guinée. Aussi, c'était le 20 mars que nous avons obtenu les confirmations des échantillons que nous avons envoyés à l'Institut de recherche en France, en Lyon, un laboratoire du Centre international de recherche médicale, et qui nous a confirmé qu'il s'agissait d'une infection à virus Ebola. Et le 21 mars, l'OMS et le ministère de la Santé de la Guinée ont déclaré officiellement l'épidémie à virus Ebola en République de Guinée. Et nous avons déployé des experts du bureau régional qui ont été renforcés par des experts du siège de l'OMS et des experts d'autres agences de coopération technique dans le monde. Et nous avons aussi mis à la disposition du pays le laboratoire mobile, les kits de protection individuelle et même un financement pour la riposte initiale. Nous avons fait appel au Fonds africain pour les urgences en santé publique et donc nous étions impliqués depuis le début. Nous avons aussi donné des instructions à tous les représentants de l'OMS dans les pays de la région. Nous avons aussi envoyé des directives au ministre de la Santé et nous avons fait une alerte à l'Union africaine, aux communautés économiques régionales. Et nous avons organisé une réunion d'urgence avec les ministres de la Santé et de la région, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. C'était à Accra, à laquelle nous avons associé les partenaires déjà impliqués dans la riposte. C'était au début du mois de juillet, où nous avons bâti une stratégie sous-régionale de riposte. Et cette stratégie a été suivie par les pays affectés. À l'époque, au mois de juillet, nous avions déjà 3 pays affectés, la Sierra Leone et le Libéria, plus la Guinée. Et ces 3 pays ont élaboré leurs plans nationaux de riposte, plans auxquels se sont associés les partenaires internationaux au niveau de chaque pays. Les partenaires du système des Nations Unies, les partenaires bilatéraux. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de visiter ces 3 pays. Le sous-directeur général de l'OMS, le Dr Fukuda, il a aussi visité les 3 pays initialement et l'appui technique a été accordé par l'OMS au gouvernement et aux partenaires. Et bien sûr que la riposte a été intensifiée. Néanmoins, nous avons entre-temps sensibilisé d'autres instances au niveau de l'Afrique. Et l'Union africaine qui a été informée et qui a organisé une réunion des ministres des Affaires étrangères à laquelle nous étions associés
pour discuter de l'épidémie, surtout les problèmes liés aux restrictions des voyages, qui commençaient à créer des difficultés aux pays affectés. On a aussi discuté, bien sûr, de la façon dont l'Union africaine pourrait donner un appui à la riposte. Et l'Union africaine a fait des efforts d'ordre financier, a mobilisé aussi des experts et qui se sont associés à cette lutte contre l'Ebola en Afrique. Nous avons aussi apporté un appui technique aux communautés économiques régionales, où les ministres de la Santé, de la SADC, de la CEDEAO, du CEMAC et de la communauté des États de l'Afrique orientale, ils ont fait des réunions dans les différentes sous-régions pour analyser la situation, pour voir comment ils devraient agir pour se prévenir contre la maladie à virus Ebola. Personnellement, j'ai fait des plaidoyers auprès de la Banque mondiale à Washington, auprès de l'USAID. J'ai aussi fait des plaidoyers auprès de la Banque africaine de développement, auprès du Parlement allemand, du Parlement du Royaume-Uni et d'autres partenaires qui ont bien voulu s'associer et apporter un appui au pays. Nous avons organisé la réunion de tous les représentants de l'OMS dans la région africaine, ici à Brazzaville, pour faire l'analyse, pour faire le point. Je dois aussi mentionner que la directrice générale de l'OMS, le 7 août, a déclaré l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest comme une urgence de santé publique de préoccupation internationale. Et à partir de cette date, la coordination de la réponse est passée au niveau de la directrice générale de l'OMS, Dr Margaret Chan, avec laquelle je travaille jusqu'aujourd'hui dans la recherche des meilleures solutions pour appuyer les pays. Notre objectif immédiat, c'est de stopper l'épidémie dès que possible, traiter les personnes qui sont infectées et assurer les services de santé essentiels. Parce qu'il y a d'autres maladies qui nous préoccupent en Afrique. Le sida, le paludisme, la santé maternelle, la santé infantile. Tous ces programmes, toutes ces interventions de santé publique sont compromis dans les pays affectés parce que les attentions et les ressources sont maintenant tournées vers la riposte à l'épidémie d'Ebola. Alors, Dr Sambou, en dépit de ce dispositif d'alerte, d'urgence, de mobilisation, de sensibilisation des partenaires, de la communauté internationale également, il n'en demeure pas moins que nous avons quelques 5 000 morts, plus de 10 000 personnes infectées. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette région a déjà subi dans le passé, depuis 1976, 22 épidémies à virus Ebola. Et cette épidémie, la 23e, a fait plus de cas et plus de morts que toutes les autres épidémies précédentes. Bon, il y a une singularité de cette épidémie. D'abord, elle frappe l'Afrique de l'Ouest pour la première fois. Et les pays de l'Afrique de l'Ouest n'avaient pas l'expérience de riposte de ce type d'épidémie à virus Ebola. C'était la première fois. L'épidémie sévit des pays avec des systèmes de santé faibles, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Surtout la Sierra Leone et le Libéria sont des pays qui ont eu une guerre très longue qui a détruit leur infrastructure de santé et d'autres, et qui connaissaient une phase de reprise, de reconstruction. Ce sont des pays avec des limitations en matière de ressources humaines, de financement, de disponibilité de technologies. Même les laboratoires pour faire le diagnostic à virus Ebola n'existent pas. Il fallait faire appel à l'extérieur. Ce sont des pays avec une capacité logistique très limitée pour le secteur de la santé. Et aussi, il faut dire que certaines croyances et pratiques traditionnelles sont défavorables à la santé publique. Je parle par exemple de la façon dont les communautés locales gèrent les dépouilles mortelles, et les pratiques d'enterrement, et même le refus et la négation de la maladie. Tout ça, ce sont des aspects que
que difficulte la riposte à l'épidémie à virus Ebola. Il faut aussi reconnaître qu'il s'agit d'une épidémie causée par une maladie pour laquelle il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments homologués. Et contre l'épidémie d'Ebola, le seul moyen de lutte que nous avons, c'est la prévention. Prévention qui doit se faire au niveau des communautés et donc avec la participation active et éclairée des communautés. Cela implique des changements de comportement, d'habitude, de croyances, et cela prend du temps. Vous êtes certainement au courant qu'en Guinée, par exemple, nous avons eu l'extrême des gens, des travailleurs du domaine social qui ont été tués par des agents de communauté qui refusaient cette interaction avec le service de santé. Il y a aussi un autre aspect que c'est très important de mentionner, que c'est la très forte mobilité des populations en Afrique de l'Ouest. Mobilité au sein des pays et entre les pays. Et cela a facilité aussi la propagation de la maladie, de l'infection, qui a touché pour la première fois simultanément 3 pays et 3 capitales de pays. Nous avons aussi été dépassés par l'ampleur de l'épidémie et aussi par la limitation des moyens pour faire face. Parce que, comme vous le savez, il faut des moyens pour apporter la santé aux populations. Et les moyens de ces 3 pays étaient vraiment limités. Alors, Dr Sambou, on a très souvent évoqué le problème, la vulnérabilité des systèmes de santé en Afrique pour expliquer cette grande avancée de l'épidémie à virus Ebola. Au regard de ces failles, de ces insuffisances, peut-on penser que l'atteinte des objectifs du millénaire du développement dans le domaine de la santé ira bien au-delà de 2015 et des autres impératifs pour l'Afrique? Dans l'ensemble, il y a eu des progrès vers l'atteinte de ces objectifs. Par exemple, en moyenne, si nous considérons les 47 pays qui intègrent la région africaine de l'OMS, la mortalité infantile s'est réduite de 80 à 63 décès par 1000 naissances vivantes. La mortalité maternelle a diminué de 670 décès à 500 par 1000 naissances vivantes pendant les 10 dernières années. L'incidence du VIH a diminué aussi de 26% dans la région africaine. L'incidence du paludisme a diminué aussi de 39%. Bon, il y a quand même des progrès, mais ces progrès ne sont pas suffisants pour dire qu'on va atteindre les objectifs du millénaire l'année prochaine. L'Afrique aura besoin de plus de temps pour atteindre les cibles liées à ces objectifs. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y a de très bonnes pratiques et à ce propos, j'ai coordonné une étude au bureau régional qui sera partagée avec les ministres de la Santé à l'occasion du comité régional où nous mettons accent sur les bonnes pratiques de santé publique qui fonctionnent en Afrique et que nous avons besoin de répliquer, de mettre en échelle pour une couverture universelle pour atteindre les objectifs du millénaire et les objectifs qui sont définis par chaque pays dans le cadre de leur politique nationale de santé. Et je ne suis pas pessimiste par rapport à l'Afrique, je suis bien optimiste. L'Afrique a des opportunités sur le plan économique, l'Afrique a des opportunités par rapport aux ressources humaines, par rapport aux compétences qu'aujourd'hui existent et que pourront permettre des réformes des systèmes de santé que produisent encore plus de résultats en matière de santé. Et je pense que le développement du secteur de la santé va ensemble avec le développement économique et social. On ne peut pas concevoir des progrès en matière de santé dissociés du processus de développement en général.
Et je pense que l'Afrique fait des progrès, c'est vrai, à un rythme encore lent, mais il est possible d'accélérer. Et il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on soit optimiste et que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités pour relever les défis de santé et de développement en Afrique. Je pense qu'il y a des solutions. Alors, docteur Sambo, la gouvernance sanitaire, la mobilisation des ressources, la formation des professionnels de santé et l'aménagement des infrastructures de santé. Bref, ça fait beaucoup, mais quel enseignement peut-on déjà tirer de l'épidémie à virus Ebola? J'ai appris que les systèmes de santé en Afrique peuvent contenir l'épidémie à virus Ebola et éventuellement d'autres épidémies dès le début s'ils sont bien organisés et fonctionnels. Je pense que la République du Sénégal et la République du Nigeria nous ont fait preuve de la possibilité de contenir l'infection à virus Ebola si on agit d'immédiat. J'ai appris aussi que la faiblesse du système de santé rend les pays plus vulnérables aux épidémies. C'est quelque chose que nous avions déjà analysé dans le passé. Nous avons même fait des propositions aux pays pour la surveillance intégrée des maladies, pour le renforcement du système de vigilance, de surveillance épidémiologique, pour la création du Fonds africain pour les urgences en santé publique, pour qu'on puisse avoir des ressources pour réagir dans l'immédiat et même pour qu'on puisse avoir la capacité de mieux se préparer. Mais tout ça, ce sont des initiatives que, prennent du temps à se renforcer. Et je pense que nous devrions renforcer ce genre d'initiatives que nous avions déjà. Et j'ai appris aussi que le leadership, c'est très important pour le développement sanitaire. Et j'ai beaucoup apprécié, et j'apprécie encore, la façon dont les chefs d'État et des gouvernements de ces 3 pays se sont impliqués personnellement dans la gestion quotidienne de la riposte à cette épidémie. Cela a permis une plus forte mobilisation sociale et même des moyens des gouvernements pour mettre au service de la riposte. J'ai appris aussi que la communauté internationale peut jouer un rôle très important de l'aide, mais que la responsabilité et le rôle fondamental revient toujours aux systèmes nationaux de santé, au gouvernement. En matière de financement international, je pense qu'il serait aussi le moment, encore une fois, de repenser la façon dont le financement international de la santé est fait. Parce que d'habitude, les pays reçoivent des financements pour la lutte contre des maladies spécifiques ou même pour mettre en œuvre des interventions telles que la vaccination et d'autres interventions spécifiques. Et cela ne permet pas de renforcer l'ensemble du système de santé. Il faut que la communauté internationale puisse considérer très sérieusement de financer aussi le renforcement des systèmes de santé, la capacité de formation des agents de santé, la disponibilité et l'accès aux médicaments essentiels, aux vaccins et à d'autres technologies qui sont essentielles pour les soins de santé. Et pourquoi pas la contribution financière directe pour les pays à revenus très bas et qui n'arrivent pas à avoir une capacité de dépenses per capita pour la santé par an qui est recommandée par l'OMS. Vous l'avez dit au début de notre entretien, Ebola c'est grave, mais il n'y a pas qu'Ebola en Afrique. Il y a d'autres priorités.
comment ce comité régional, la 64e session, sur quoi elle va se pencher après Ebola parmi ses priorités? Bon, la prochaine session du comité régional va analyser les progrès de la région africaine vers l'atteinte des objectifs du millénaire liés à la santé. Nous allons aussi analyser la situation actuelle de l'épidémie à virus Ebola. Nous allons analyser quelques questions liées à la réforme de l'Organisation mondiale de la santé. Comme vous le savez, l'OMS, c'est une agence technique. Nous avons commencé un processus de réforme il y a 2 ans et il y a encore des aspects qui demandent une réflexion conjointe et des orientations des États membres pour que le secrétariat puisse mener cette réforme à bon terme. Et j'ai saisi l'occasion pour vous dire que très souvent, il y a des confusions par rapport au rôle de l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, c'est une agence technique de référence, une agence normative, une agence qui met ensemble les informations statistiques, fait des analyses de la situation sanitaire dans le monde, de ses tendances, et qui apporte des avis aux pays pour qu'ils puissent développer leur politique de santé, leur stratégie de santé, de façon à atteindre les meilleurs résultats en matière de santé. L'OMS n'est pas une agence de mise en œuvre, c'est une agence de connaissance pour permettre les services nationaux de santé de réaliser ces objectifs avec les normes qu'il faut. Alors, Dr Sambo, ce sera ma dernière question. Cette 64e session du comité régional sera la dernière à laquelle vous participerez en qualité de directeur régional pour l'Afrique du bureau de l'OMS. Vous avez dirigé ce bureau pendant 10 ans, vous en avez une très bonne expérience. Vous étiez là déjà avant d'entrer en responsabilité de sa direction. Déjà, 5 candidats sont en liste pour assurer votre succession. Quels conseils, quelles recommandations vous leur donnerez pour mieux gérer cette tête de pont en Afrique de l'Organisation mondiale de la santé? Je pense que nous avons des excellents candidats à ma succession. Et en tant que conseil, j'aurai l'opportunité de parler avec le candidat qui sera choisi par les ministres de la Santé. Néanmoins, je pense qu'un directeur régional de l'OMS pour l'Afrique doit avoir un esprit ouvert pour le dialogue et interaction avec les différents acteurs intéressés au développement sanitaire en Afrique, mais fondamentalement les gouvernements. Il faut aussi que la personne soit déterminée, qu'elle puisse définir une vision qui répond à la fois aux valeurs et aux intérêts des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé, à la lumière de sa constitution, et aux valeurs et intérêts des États africains. Il y a un contexte spécifique dans lequel la pensée au niveau global doit être mise en œuvre. Et il faut toujours regarder le contexte politique, économique, culturel de chaque pays pour qu'on puisse répondre à leurs attentes. L'objectif, c'est d'améliorer l'état de santé des populations pour qu'ils puissent mener une vie active sur le plan économique et social. Louis Gomes Sambo, merci beaucoup. J'ai l'intime conviction que vous ne nous quitterez pas. On se retrouvera sur d'autres fronts pour la santé en Afrique. Merci beaucoup. Peut-être. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir, M. Soumaré.